Se pose donc une question, manger bio, quel bénéfice pour les consommateurs? Et on va voir ça donc avec vous, Bernard Le Buanec. Donc merci beaucoup d'être avec nous, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie de l'agriculture. Alors vous avez écrit un livre, vous avez coordonné un livre qui s'appelle le tout bio est-il possible? Le tout bio est-il possible? Aux éditions Coué, 90 clés pour comprendre l'agriculture biologique. Donc là, on a, voilà, c'est plein de petits chapitres, c'est très illustré, et on a beaucoup d'informations là-dedans. Et vous vous posez la question justement de la qualité du goût. Et vous, votre point de vue, c'était le point de vue scientifique. Ce qui vous intéresse, c'est que dit la science de ces questions-là? Est-ce qu'il y a un avantage à manger bio? En fait, l'avantage du bio dans l'esprit des marchés de proximité, c'est effectivement que l'on récolte les produits à maturité. Et l'on sait que lorsque l'on récolte les produits à maturité, eh bien, ils sont meilleurs au goût, ils sont mûrs et ils sont tout à fait agréables. Mais ce n'est pas quelque chose qui est lié au bio. Si vous avez un marché de proximité sur une agriculture conventionnelle, vous avez exactement les mêmes avantages. Par contre, aujourd'hui, on s'aperçoit que le bio dans les grandes surfaces se développe et qu'il y a beaucoup de produits d'importation. Donc, à ce moment-là, l'avantage du marché de proximité se perd et le goût des aliments bio, eh bien, il devient comme le goût des aliments non bio conventionnels qui sont de la grande distribution. Parce qu'un aliment, un fruit, un légume importé, il n'est pas cueilli à maturité? Bien sûr que non, parce que sinon, il ne peut pas se conserver pendant le transport. Donc, on les conserve, on les cueille avant maturité. Ce qui a une influence extrêmement forte sur le goût des produits et sur leur qualité, c'est la date de récolte, la conservation et le transport. Alors, si on prend deux aliments, un bio et un non bio, un fruit, un légume par exemple, et qu'on les analyse du point de vue de leur composition, qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, les vitamines, les minéraux, ce genre de choses-là, est-ce qu'il y a une différence entre le bio et le non bio? Alors là, nous passons sur les aspects santé un petit peu. Oui, c'est vrai. Voilà, là, nous passons un peu sur les aspects santé. Alors, on trouve effectivement un certain nombre de différences entre le bio et le non bio. Dans les aliments bio, en général, il y a plus d'antioxydants. Donc, parce que la plante qui n'est pas traitée et qui est soumise à un certain nombre d'attaques d'insectes et de maladies développe des molécules qu'on appelle des polyphénols et qui sont antioxydants. Donc ça c'est bon, antioxydants c'est bon ça pour l'organisme humain, non? Qui a priori sont considérés comme étant bons pour l'organisme humain. Ça c'est tout à fait exact. Donc ça c'est le bio, il y a plus d'antioxydants. Il y a plus d'antioxydants dans le bio. Ouais. Donc ça, alors après il faut savoir quel est exactement l'effet de ces antioxydants sur la santé. Et aujourd'hui, dans les essais cliniques, on n'a pas réussi à mettre en évidence de façon très nette l'effet des antioxydants dans les aliments sur la santé et la composition du sang. J'ai un confrère de l'Académie d'agriculture qui a fait un calcul récent. Les antioxydants apportés par les aliments bio représenteraient à peu près 1% des antioxydants efficaces au niveau de l'alimentation humaine. Vous voyez, c'est probablement positif, mais un effet relativement faible. Relativement faible parce qu'il y a tellement plus d'antioxydants qui sont apportés par autre chose. Voilà. D'accord. Nourrissant, est-ce que les aliments bio sont plus nourrissants, donc plus de glucides, de protéines, ce genre de choses? Alors, ils ne sont pas plus nourrissants. Et en ce qui concerne les céréales, ils sont plutôt moins nourrissants. C'est-à-dire qu'il y a moins de protéines? Il y a moins de protéines dans les produits, dans les céréales bio, pour une raison très simple, c'est que les protéines sont fabriquées à partir de l'azote et qu'en bio, on ne met pas d'azote minéral, donc les cultures bio ont moins d'azote et donc ont moins de protéines. Plus d'acides gras dans le lait, on dit ça, il y a plus d'acides gras dans le lait bio. Alors le plus d'acides gras dans le lait bio n'est pas lié au bio. Ah. Il est lié... Mais c'est vrai.
C'est vrai, mais ce n'est pas lié au fait qu'il soit bio, Voilà. c'est ça? Il y a plus d'acides gras dans le lait bio, mais pour une raison bien simple, c'est que pour l'élevage bio, les vaches, si on parle du lait de vache en particulier, mangent de l'herbe et broutent dans les champs. Et qu'on sait que quand elles mangent de l'herbe, il y a plus d'acides gras dans le lait. Mais c'est exactement la même chose pour le non bio. Si les vaches sont nourries à l'herbe dans le non bio, dans le conventionnel, elles ont la même teneur en acides gras que dans le bio. Ce que la science a l'air de dire aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera demain, mais ce que les scientifiques ont l'air de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un effet bio global, positif, qui améliorerait de 30%, je ne sais quoi, les qualités en composition des aliments. Oui. Et d'ailleurs, le Conseil national de l'alimentation... Il n'y a pas un effet global qu'on sentirait dans tous les aliments. Alors, il y a deux... L'Agence française pour la sécurité des aliments a publié en 2003 un gros rapport sur le sujet, disant de façon très claire que les analyses et l'expérience montrent que quelques repas d'aliments bio sur la santé n'apportaient aucun effet. Quelques repas quoi, dans la semaine? Dans la semaine. Quelques repas dans une semaine en aliments bio n'apportaient pas d'effet. On a eu, il y a quelques années, des grands débats sur le nitrate, et il y a eu une norme internationale qui a été fixée. Des débats en France ou au niveau international? Au niveau international. Au niveau international, oui. Et il y a eu des normes qui ont été fixées en disant qu'il fallait, dans l'eau, moins de 50 mg de nitrate par litre, parce qu'autrement, il y avait des problèmes sur la santé. Et aujourd'hui, on a complètement inversé la situation. Ah bon? Et les scientifiques disent qu'en fait, il faut des nitrates. Et que pour la santé humaine. Pour la santé humaine. Ouais. Et que cette norme de 50 mg n'est plus justifiée. Et les nitrates ne posent pas de problème majeur pour la santé. Par contre, si on va vers l'environnement, il y a une eutrophisation des eaux, des rivières. Et donc là, ça veut dire une perte d'oxygène. L'eutrophisation, c'est le fait qu'il y a... Ah pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est un enrichissement en éléments qui n'y étaient pas naturels, en éléments nutritifs. C'est ça. Peut-être qu'on peut d'abord donner, avant d'en venir aux pesticides, donner une définition quand même de l'agriculture biologique. C'est quoi l'agriculture biologique? Alors, l'agriculture biologique a un cahier des charges qui est extrêmement contraignant et précis. En agriculture biologique, les agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser des engrais de synthèse et des pesticides de synthèse. Donc, c'est-à-dire fabriqués... fabriqués par l'homme. Fabriqués en usine, oui. En usine. Et pour les pesticides, ils n'ont pas le droit d'utiliser les pesticides de synthèse, mais par contre, ils peuvent utiliser toute une série de pesticides organiques, naturels, comme l'huile de nem, le soufre, le cuivre, et bon, le talc, l'argile, etc., toute une série de pesticides. Donc en fait, quand on dit que l'agriculture biologique est sans pesticides, ce n'est pas exact, c'est un raccourci. Elle est sans pesticides de synthèse. D'accord. J'ai oublié de vous dire que l'agriculture bio interdisait aussi les OGM. Oui. On a les pesticides de synthèse, les pesticides d'origine naturelle. Est-ce qu'un pesticide d'origine naturelle, pour vous, est moins dangereux qu'un pesticide de synthèse? Alors, dans les pesticides d'origine naturelle, il faut penser à deux types de pesticides. Il y a ceux qui sont d'origine organique et qui, eux, disparaissent très vite. Donc, dans l'environnement, ils se désagrègent. Dans l'environnement et sur les produits. Oui. Donc, cela, pour le consommateur, ne présente aucun danger. C'est quoi, par exemple? C'est par exemple l'huile de nem, donc, qui est très utilisée actuellement. Par contre, ce produit, aujourd'hui, est considéré comme un perturbateur endocrinien. Donc il n'y a aucun danger pour le consommateur du produit final, mais il peut y avoir danger pour l'agriculteur qui applique le produit. Pour les pesticides d'origine minérale, je vous ai dit qu'on utilisait beaucoup le cuivre et le soufre. Alors là, il y a à la fois danger pour celui qui l'utilise
et s'il y a des résidus dans le produit, parce que le cuivre en particulier a des effets négatifs sur la santé. Pour les pesticides utilisés en agriculture conventionnelle, effectivement, à ce moment-là, il y a un risque plus important de percolation dans les nappes. Plus important qu'en agriculture bio, c'est ça. Bio, oui, bien sûr. Donc, et là, on a un risque de pollution des nappes plus important qu'en agriculture bio. Voilà. Alors, il y a la question du prix quand même. Il y a de nombreuses enquêtes qui ont été faites au cours des 10 dernières années. Et globalement, on s'aperçoit que le prix des éléments, on va simplifier, des aliments bio comparés aux aliments conventionnels est de l'ordre de 50 à 60% plus cher. On paye des aliments bio nettement plus cher que les aliments conventionnels et l'effet santé est considéré sur le plan scientifique comme étant quasiment inexistant. Est-ce que l'agriculture bio n'apporte pas des bénéfices sur le plan environnemental en particulier? Il y a dans l'agriculture bio, au niveau de la parcelle, un effet positif avec une amélioration de la biodiversité. Nous avons vu tout à l'heure au niveau des nitrates qui avaient également dans les zones de grande culture une amélioration de l'environnement avec moins de pollution des eaux. Là, c'est tout à fait clair. Mais la question qui se pose, c'est quand on raisonne au niveau de la surface, la réponse est oui. Au niveau local. Hein. Au niveau, au niveau du champ, de la production, la réponse est oui. Mais lorsque l'on sait, en particulier dans la culture des céréales, que le rendement en bio est de l'ordre de 50% de celui du conventionnel, si on passait tout en bio, il faudrait doubler les surfaces en culture pour la même production. Est-ce que sur le plan global pour le bio, pour la biodiversité, c'est bon? Là, c'est à discuter. Je vous ai dit qu'il y avait un aspect positif sur les aspects de biodiversité, mais dans l'environnement, il y a un second aspect dont on parle aujourd'hui, et puisque en plus c'est l'année de la COP 21 sur le réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre. La COP 21, il faut rappeler, c'est la réunion de l'ONU. C'est la conférence internationale de l'ONU sur le réchauffement climatique dans le cas présent. Et ceci est donc lié en particulier à la production de gaz à effet de serre. On s'aperçoit que sur la production de gaz à effet de serre, dans la partie agriculture, le niveau agriculture biologique et agriculture conventionnelle, à la quantité produite, par tonne produite, est à peu près du même ordre. Par contre, en élevage, il y a eu des études qui ont montré que l'élevage industriel porcin produisait moins de gaz à effet de serre que l'élevage porcin bio. Quand cet élevage est centralisé et bien fait, ça produit moins de gaz à effet de serre que si vous mettez vos porcs dans la nature, où vous avez beaucoup moins d'animaux par unité de surface, et pour produire la même quantité de porcs, il faut des surfaces beaucoup plus grandes. L'agriculture bio, elle a aussi un effet positif sur l'emploi. Parce que sur une parcelle en bio, j'ai besoin de force de travail davantage. Hein. Il y a plus de manipulation, de travail. Il y a un facteur positif sur l'emploi. Oui. C'est évident, et sur un emploi qui n'est pas délocalisable. Absolument. C'est pas négligeable, ça. Il est quand même relativement limité. Il y a une ferme expérimentale qui est organisée par l'Institut technique de l'agriculture biologique, l'ITAB, en France, en liaison avec l'Institut des grandes cultures qui s'appelle Arvalis. On ne peut pas le traduire, c'est son nom, Arvalis. Et qui montre qu'aujourd'hui, en grande culture, blé, céréales, luzerne, etc., on peut faire 240 hectares de culture avec 2 unités de travailleurs.
Ah d'accord, deux personnes, 240 hectares. Peuvent cultiver 240 hectares. Ça c'est en bio ou c'est pas en bio? Ça c'est en bio. En bio. Et en non bio, il faudrait une personne. D'accord. Voilà. Moi, si vous voulez, ce que je dis, c'est que l'orientation vers le bio est une orientation intéressante. Ce que je reproche au bio, ou reproche c'est un grand mot, mais ce qui me semble être le facteur limitant, c'est l'interdiction systématique, a priori, des produits de synthèse. L'idée de faire une agriculture qui demande moins d'engrais, moins de pesticides, un meilleur respect de l'environnement est une excellente idée. Et l'agriculture biologique, qui est un extrême dans cette direction, est un laboratoire tout à fait intéressant, et laboratoire qui en fait est possible, puisqu'aujourd'hui nous avons des consommateurs, et parfois peut-être citoyens, qui acceptent de payer 50% plus cher ces produits-là. Donc en fait, ce sont ces consommateurs qui financent ce laboratoire qui permet de faire des progrès vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et réclamant moins de produits de synthèse. Donc l'idée est bonne, ce que je trouve dommageable, c'est l'interdiction systématique et absolue. Moi j'aimerais réagir sur deux paramètres que vous avez évoqués, notamment quand vous dites que manger bio, en fait, ça n'apporte rien de plus. Donc sur ce paramètre, j'aimerais réagir immédiatement. Vous voulez dire sur quoi? Du point de vue quoi, de la santé, des Alors, goûts? Si j'ai bien compris les propos de monsieur, c'est que manger bio n'apporte rien de plus que l'alimentation classique. Oui. C'est bien cela. Sur le plan de la qualité et de la santé. Voilà. Donc c'est sur le terme de la santé que je réagis, car en tout cas de par mes connaissances et pour l'avoir prouvé aussi à titre personnel, pour moi, le fait de manger bio apporte nutritivement des aspects qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'individu et de son organisme. Le fait que l'alimentation bio soit d'autant plus riche nutritivement, il est très nettement constaté que l'on va moins manger en quantité parce qu'on sera mieux nourri et qu'à terme, les dépenses ne seront pas différentes. En tout cas, elles ne seront pas plus importantes. Les dépenses financières. Financières, oui. Même si on a fait le choix d'alimentation biologique. Voilà. Alors, d'abord, je vais répondre à cette première question. Lorsque vous dites que quand on mange bio, nutritivement, c'est meilleur et qu'on en a besoin de moins, c'est pas ce que trouve aujourd'hui, alors ça peut être une expérience personnelle, et c'est possible, mais ce n'est pas ce que trouvent aujourd'hui les comités d'experts internationaux sur le sujet. Et ensuite sur le deuxième... Alors, ensuite vous parlez effectivement d'hygiène de vie. Alors, si vous placez votre mode de vie orienté vers le bio dans un système global d'hygiène de vie qui est meilleur, c'est le système global qu'il faut prendre en compte. Et c'est peut-être votre système global d'hygiène de vie qui est positif, plus que l'effet direct de l'alimentation bio. Et on ne peut que féliciter les gens qui ont une très bonne hygiène de vie. Quand on parle de pesticides, il y a des effets de cumul, par exemple pour les agrumes, qui ont masaline pour les conserver. On mange souvent ces fruits. Il peut y avoir un effet nuisible à la santé, donc cet effet de cumul. Alors, oui, effectivement, vous soulevez un sujet intéressant. Les produits dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les produits de traitement après récolte. Donc ce ne sont pas des produits qui sont liés au système de culture, mais des produits qui sont liés au système de conservation des produits récoltés. Et aujourd'hui, quand on fait des analyses sur des milliers d'échantillons, les résidus de produits phytosanitaires, pesticides que l'on retrouve, ce sont essentiellement ces produits post-récolte
Et là, il faut faire attention. Alors, il y a une solution qui est, quand vous achetez des produits qui ont été conservés, eh bien, c'est de les laver et de les éplucher. Et dans ce cas-là, eh bien, le risque devient très faible. Les agrumes posent une question particulière parce qu'il y a beaucoup d'agrumes, pour qu'ils se conservent, ils sont traités après récolte. Et donc, c'est les produits que l'on utilise après récolte pour la conservation qui peuvent poser problème, et produits dont parle Madame. Et aujourd'hui, quand on va sur les marchés, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire mon marché, pas très souvent, mais j'y vais de temps en temps, vous avez deux catégories d'agrumes, trois catégories d'agrumes. Vous avez les agrumes bio, vous avez les agrumes conventionnels, et vous avez les agrumes qui n'ont pas été traités après récolte. Qui sont conventionnels, mais pas traités après récolte. D'accord. Et ça, si vous voulez, vous avez maintenant dans les linéaires des marchés ces trois types de produits. Voilà. Et qu'est-ce que vous choisissez, vous, alors? Eh bien, moi, je choisis en général le produit conventionnel, classique, et si possible, pas traité après récolte. D'accord, d'accord. Donc, quand on prend un zeste de citron, on utilise parfois le zeste de citron voilà. en pâtisserie, là, il vaut mieux prendre soit du bio, soit du non traité après récolte. Si on veut utiliser le zeste, il faut prendre des produits non traités après récolte. Voilà. Et si vous n'avez pas le choix un jour, eh ben, il faut absolument laver et pas manger l'écorce. Je voulais aussi parler de l'effet cocktail au sein de l'organisme de l'individu. Par exemple, si nous mangeons tous les jours des produits qui contiennent des pesticides en dessous de l'LMR, c'est OK, mais si nous mangeons tous les jours dans les thons, ces contaminants vont rester au sein de l'organisme. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un effet nuisible? Il y a un grand nombre de gens qui pensent que ces produits cultivés de façon conventionnelle peuvent causer le cancer ou d'autres maladies. Le débat sur le cancer est un débat dont on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que, d'une manière générale, les produits que vous ingérez en mangeant votre alimentation, ces produits sont éliminés par votre corps. Donc, vous ne les gardez pas. Vous parlez des résidus de pesticides. Les résidus de pesticides sont éliminés. Alors ensuite, il y a l'effet des pesticides sur les cancers. Il y a une étude qui se fait en France sur 180 000 agriculteurs qui utilisent des pesticides régulièrement, comparé à la population totale. Et cette étude montre que les agriculteurs ont en moyenne, si je fais la moyenne entre les hommes et les femmes, 20% de cancers en moins que la population générale, avec simplement 1% de cancer en plus du sein chez les hommes. Mais ça représente 8 cas pour 180 000 personnes. Donc, pour les agriculteurs qui, eux, utilisent les pesticides directement, les études ont montré que globalement, il y avait même plutôt un peu moins de cancer. Ceci étant dit, il y a des études actuelles de l'Institut français de la santé, qui s'appelle l'INSERM, qui met en évidence sans doute un effet des pesticides sur le cancer qui s'appelle le lymphome, à vérifier, mais il y a une tendance là à vérifier. Mais chez les agriculteurs, vous dites, ou dans la population? Chez les agriculteurs, mais globalement, mais chez les agriculteurs. Donc augmentation du lymphome due
à l'ingestion des pesticides. De résidus de pesticides. De résidus de pesticides. Voilà. Il y aurait plus de lymphomes. Plus de lymphomes. Et peut-être, à vérifier aussi, des cancers de la prostate. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance et que ce que je dis semble aller être à contre-courant de l'idée générale? Eh bien, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement très net au niveau mondial du retour vers la nature et que l'agriculture biologique est prise par une grande partie de la population comme un retour vers la nature. Et je crois que là, on a bouclé la boucle.